Bonjour à tous. Merci surtout d'être là. Bonjour. Euh, Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour au président Boll. Bonjour à Johan. Bonjour à Fabio qui est avec Eric Mahé. Les Andorrans sont installés. Ensuite, on va faire le Grand Prix. On se bat depuis des mois et des mois pour y arriver. Et si tout va bien, avec 5000 spectateurs maximum, on a été en proche collaboration avec la préfecture de la Sarthe et le préfet et ces services qui nous ont vraiment aidés pour essayer d'arriver à maintenir le Grand Prix. Ensuite, juste techniquement parlant, pour les spectateurs, le seul moyen d'obtenir des places, il en reste quelques-unes, c'est sur le site gpfrancemoto.com. Il n'y a pas de gratuité pour les moins de 16 ans. Le site ouvrira à 7 h du matin et uniquement le dimanche. On a eu la chance de garder la gratuité pour les autoroutes et on essaiera et on aura des points de restauration sur place parce qu'il faut essayer d'accueillir le public dans les meilleures conditions. Bien sûr, pour ceux qui ne seront pas là, Canal fait un travail fantastique et en plus, C8 diffusera le Grand Prix. Ensuite, il y aura des nouveaux horaires puisque en fonction de la Formule 1, c'est-à-dire que le MotoGP sera à 13 h. Et donc, on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour maintenir le Grand Prix. En plus, les résultats fantastiques de Fabio, j'allais dire la résurrection de Johan et la victoire de Tech 3 en Autriche, c'est vraiment quelque chose de fantastique pour la moto française. Claude, si tu permets, tu peux rajouter aussi la victoire du CIP d'Alain Brenec en Moto 3. Ah oui, exactement. Et ensuite, simplement, je remercie aussi nos partenaires parce que ce qui est assez étonnant dans ce monde de la moto, de cette communauté, c'est les gens qui nous soutiennent et qui même, ou à huis clos ou dans des conditions rétrogradées comme ça, à 5000 exemplaires, tous apportent un soutien financier pour qu'on puisse organiser. Alors c'est bien évident qu'on va pas, ça va être une année bien déficitaire, mais c'est la vie et on est heureux de le faire et de permettre à tout le monde de pouvoir participer. Et je remercie également Carmelo Speletta, avec qui on a parlé longuement et je le félicite aussi d'avoir mis en place quand même quelque chose d'exceptionnel pour que ce championnat ait lieu et je le remercie de la confiance qu'il veut bien nous accorder. Je vais passer la parole à Jacques Boll, mais ce que je voudrais dire à tout le monde, aux journalistes qui nous écoutent, mais aussi aux pilotes qui ont été soutenus par la fédération, avec un peu d'émotion quand même, c'est que tu as fait 3 mandats, Jacques, exceptionnels, pour une défense du sport moto, pour une défense de la pratique du deux roues. Et je pense que au nom de tous les pilotes que tu as aidés dans toutes les disciplines, j'en profite pour te tirer un grand coup de chapeau. Tu as encore 2 jours ou 3 jours à faire la mandature, mais j'ai un profond respect pour tout ce que tu as fait. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je te laisse la parole. Écoute, merci beaucoup Claude. Oui, c'est avec un peu d'émotion que je prends la parole après ces propos très, très élogieux. Oui, comme tu le sais, j'ai essayé de m'investir au maximum, au mieux, pour défendre la moto en général et le sport moto en particulier. Bon, si tu considères que j'y suis parvenu, je t'en remercie. Alors, en ce qui concerne le Grand Prix de France 2020, eh bien, le Grand Prix de France de vitesse 2020, on va dire que c'est un miraculé, hein, parce que qu'est-ce qu'on a pu annuler comme grande épreuve? On a annulé le Grand Prix de France de motocross, on a annulé le motocross des nations, qui est une très grande épreuve en matière de motocross. Enfin, il y a beaucoup d'épreuves qui ont été annulées. On a réussi à sauvegarder le Grand Prix de France d'enduro, mais le Grand Prix de France de vitesse, c'était très, très compliqué et Claude s'est battu comme un lion. Hein, à mon tour, je vais le féliciter parce qu'il s'est battu comme un lion pour pouvoir l'organiser. Je peux vous garantir que c'était tout sauf facile. On l'a aidé, hein, notamment on était en relation étroite avec Matignon et avec un organisme qui s'appelle la Digeste et qui est chargé des grands événements. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. Les services de la fédération s'y sont employés. Et aujourd'hui, eh bien, par miracle, on a réussi à sauver le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France aura lieu. Alors, la jauge des spectateurs a varié, elle a monté, elle a descendu, elle a remonté. Bon, aujourd'hui, c'est 5000. Alors, 5000, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien malgré tout. Ça fait un peu de public. Il y avait à peu près 5000 spectateurs à Magny-Cours ce week-end pour le World Superbike.
bon, ça fait, disons que ce n'est pas le désert des courses à huis clos, hein. Il y a quand même un petit peu de monde malgré tout. Voilà, donc bravo Claude pour avoir réussi à maintenir cette organisation avec l'ACO. Hein. Il faut quand même rappeler que c'est une co-organisation entre PHA et l'ACO. Et donc, je félicite également Pierre Fillon qui a été, je sais, à tes côtés en la matière et qui a tout fait pour que cette épreuve ait lieu. Alors, pourquoi c'est important pour la Fédération française de moto? C'est l'épreuve la plus importante sur le plan des médias. Il est clair que, vous le savez, la fédération est d'abord une fédération de crossman. Hein. La majorité des licenciés sont des crossman, mais il est clair que ce qui fait la une des médias, c'est le MotoGP. Et dans la catégorie, dans les Grands Prix, hein, c'est la catégorie MotoGP elle-même, hein, beaucoup plus que le Moto3, le Moto2, hein, qui font la une des grands médias. Si on veut sortir des médias classiques, des médias moto, eh bien, il faut performer en MotoGP. Et on l'a vu avec les performances, que ce soit de Johan ou de Fabio, eh bien, ça nous permet d'avoir accès aux grands médias. Ça arrive à avoir accès à France 2, par exemple, alors que précédemment, et Johan le sait bien, ces titres de Moto2 ne m'avaient pas permis d'avoir accès aux grands médias. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était très important d'avoir ce Grand Prix. Et donc, on est sûr que ça va donner un super beau Grand Prix. On espère que la météo sera avec nous, ce n'est pas garanti. Mais en tout cas, on aura un beau Grand Prix, moi j'en suis sûr, et on aura des Français qui vont performer. Voilà. En tout cas, encore une fois, Claude, bravo. Bon, merci. En réalité, j'avais une question pour toi de l'agence France Presse de Raphaël Pelletier, mais tu as répondu à la question qui était prévue et je t'en remercie. Pierre Fillon, bonjour, mon cher Pierre. Je vois que tu nous as rejoints comme prévu. Bonjour Claude, bonjour à tous. Et donc, je vais passer la parole, mais comme l'a dit le président, je salue totalement l'implication de l'ACO et de ses services et de Pierre Fillon, parce qu'on a, comme l'a dit Jacques Boll, la bataille est complète pour arriver à organiser ce Grand Prix chaque jour, chaque instant. Et donc, voilà. Et l'ACO est totalement partie prenante dans ce projet. Vas-y, c'est à toi. Merci Claude. D'abord, je voudrais dire que je voudrais remercier moi aussi Jacques pour tout ce qu'il a fait sur ces 3 mandatures pour la moto et il en a fait beaucoup. Et donc, Jacques, un grand merci. J'aurai l'occasion de te le dire de vive voix ce week-end, mais bravo pour tout ce que tu as fait. Moi, je voudrais aussi féliciter Claude. Claude a fait un énorme boulot. Je pense que Claude, on a travaillé ensemble depuis le début du confinement pour maintenir à tout prix nos événements. Nous, c'était les 24 heures du Mans, les 24 heures moto, mais le Grand Prix moto était tout aussi important. Et je dois dire que si l'association entre PHA et l'ACO est solide, eh bien, je crois qu'elle l'a encore démontré. Et il fallait que ce Grand Prix ait lieu, c'était très important et on est ravis de l'accueillir. 5000 spectateurs, oui, c'est peu, mais c'est effectivement mieux que rien. À Roland-Garros, il y en a encore moins. Donc je crois qu'il faut se féliciter de pouvoir en accueillir 5000. Et puis je terminerai en disant que avec ce que font les Français cette année en Grand Prix, je crois que ça va être absolument impossible de ne pas imaginer avoir un Grand Prix de France. Merci Pierre. Je vais m'adresser à Eric Mahé. Eric, on a prévu qu'Eric vienne dans cette conférence de presse parce que, bon, en plus de connaître ce monde depuis très longtemps, il est d'une efficacité redoutable et je trouve très bien qu'il soit à côté de Fabio. Et je voudrais, Eric, que tu nous dises quel est ton sentiment sur ce début de championnat MotoGP, qui est quand même assez étonnant. Et tu as vécu beaucoup de choses depuis de nombreuses années. Et il y a peut-être une différence aussi entre ces années et maintenant. Oui, tout à fait. La situation est exceptionnelle d'un point de vue sanitaire et on en connaît les répercussions sur les courses. Je dirais la période la plus étonnante pour les pilotes, ça a été le confinement. Ils ont fait des tests à Sepang, ils ont fait des tests au Qatar et au moment où les choses sérieuses auraient dû commencer, finalement, tout s'est arrêté. Donc, pour des sportifs comme ça qui sont habitués à générer de l'adrénaline constamment, à se dépenser constamment, je pense que le premier aspect difficile, ça a été ça. S'adapter à cette situation pour les pilotes, rester à la maison, c'était quelque chose de particulier qu'on n'avait jamais vécu et qu'on n'aurait espéré jamais vivre.
Après, la deuxième particularité, ça a été un championnat condensé sur lequel tout le monde s'est exprimé avant que ça commence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se blesser. Finalement, il y a eu un premier coup de théâtre, c'est Marquez à Jerez. La référence du championnat a disparu à la première course, on va dire. Donc tout ça fait que ce championnat est bien particulier. En termes d'ambiance également, le paddock ne ressemble plus à rien. Il n'y a personne, on ne peut pas se voir, on vient en comité restreint. En bref, bon, moi je suis dans un motorhome avec Fabio, donc entre nous il n'y a pas trop de barrières. Mais après, on avait l'habitude de se détendre le soir, on avait l'habitude d'aller se voir les uns les autres. Ça n'existe plus. Les masques, ça c'est la particularité aussi du côté de la société, des masques toute la journée. Donc, bien évidemment que c'est quelque chose d'exceptionnel, dont on espère que ça va se régler très rapidement et dont on espère que ça n'arrivera plus jamais. Sur la notion sportive? Sur la notion sportive, ben, comme je viens de le dire, Marquez a fauté à la première course. C'était un de ceux qui a le plus clamé qu'il ne fallait surtout pas tomber parce que le championnat était condensé. Donc, on peut voir que ça a été très particulier. Après, je pense que cette saison aurait été de toute façon pas comme les autres. Je pense que Marquez a forcé un peu sur Jerez 1 parce qu'il savait que ça allait être plus dur que d'habitude. Fabio a gagné les 2 premières courses. Maintenant, avec Marquez en piste, il aurait quand même gagné la première. Parce qu'en fait, Marc s'est sorti à mi-course. Fabio avait course gagnée et Marquez s'est tombé une seconde fois après. Qu'est-ce qui serait passé à Jerez 2 s'il avait pu revenir? J'en sais rien. Et puis après, il y a une autre particularité cette année qui est la redistribution des cartes d'un point de vue technique et manufacturier. En bref, les teams qui ont des concessions ont un avantage de développement et de testing. Mais cette année, avec le confinement, cet avantage pour moi en termes de conséquences a été multiplié par 3 ou par 5. KTM a pu tester. On a vu qu'ils avaient fait un bond en avant. Si la situation n'avait pas été celle-là, je pense que leur progrès aurait été un peu moindre. En bref, ils ont testé sur tous les premiers circuits du championnat au Jerez. En Autriche, ils ont été super forts parce que je crois qu'ils ont fait 7 jours de test. Pedrosa, je crois, on a fait 10. Donc, en bref, Yamaha, Honda, Suzuki, ils sont arrivés en Autriche sans test du tout. Donc, de ce point de vue-là, techniquement, l'écart s'est creusé pour moi. Enfin, l'écart s'est réduit. L'avantage est devenu plus important et l'écart s'est réduit. Après, Fabio, vu ce qu'il a fait l'année passée, ce qu'il fait cette année, c'est logique. C'est la suite de sa progression. En ce moment, c'est Mir qui est second du championnat. C'est un garçon dont on sait qu'il va très certainement y arriver. Donc, à part tout ce que je viens d'énoncer, je ne vois pas d'autres particularités, si ce n'est qu'on ne vit plus du tout de la même manière dans le paddock. Et après, d'un point de vue sportif, je trouve que c'est intéressant. Le championnat est très disputé. Si je reviens sur Fabio, qui est mon intérêt principal, bon, lui, il a eu d'autres circonstances particulières. C'est qu'à partir de Jerez 1, s'est mis à planer l'ombre d'un manque de fiabilité. Les Japonais ont été obligés d'enlever pas mal de choses, pas mal de nouveautés qui étaient très positives en termes de performance. Donc, en bref, Fabio, on n'en a pas trop parlé à l'époque parce qu'on est là pour faire la promotion des Yamaha et côté grand public, des fois, ça peut être mal perçu de parler comme ça. Mais ils ont été confrontés à un souci qui a baissé les performances de la moto de Fabio à partir de l'Autriche. Les 2 Autriches, Brno a été compliqué. À partir de Brno, pardon, j'avais oublié Brno. Brno a été compliqué mais gérable, il fait 7. Autriche 1, 8. De là, il est venu se greffer des problèmes de frein. Autriche 2, 13. Donc, quand on vient gagner les 2 premiers Grands Prix, c'est clair qu'en dehors des résultats bruts et des chiffres, il y a une frustration qui s'installe. Et Fabio a brillamment nettoyé tout ça à Barcelone. Donc, personnellement, nous deux, on est super contents. Bien, merci. Johan, toi, ce début de championnat, ton bilan après ces 8 premières courses, et puis j'allais dire ta résurrection, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un peu ça. Eh bien, moi, il y a eu cette belle découverte de la Ducati où, sur un premier temps, je m'attendais à pouvoir être plus rapidement dans le rythme et j'ai vu que le rythme avait bien augmenté et que ce n'était pas si simple. Mais bon, ça ne m'a pas touché dans ma motivation. Et là où c'était le meilleur, c'est ce Grand Prix de République tchèque où il y a eu la pole et le podium qui m'ont bien servi pour le moral et même pour
bien me remettre parmi les bons. Et une course où les 2 Grands Prix d'Autriche, où je pense que sur une Ducati, il y avait moyen de bien faire. Malheureusement, il y a eu beaucoup de perturbations et ça n'a pas été facile. Et finalement, on a refait encore 3 courses, 2 à Misano, une à Barcelone, où j'estime avoir fait du bon boulot tout au long du week-end, mais pas de belles courses. Et donc, voilà, je pense qu'il y a le premier challenge, le premier défi est remporté finalement déjà d'avoir un guidon pour l'an prochain, parce que la situation, il y a quelques mois, était quand même délicate sur mon avenir. Mais maintenant que cette situation est bien réglée pour l'an prochain, j'aimerais bien rejouer des podiums pour préparer au mieux l'année suivante où j'aurai une moto qui, on sait, peut gagner les Grands Prix. Quel est ton ressenti sur cette arrivée chez Pramac? Content parce que déjà ce que je peux voir en étant pilote Ducati, même au sein du team Avincia, eh bien, il y a un support énorme de Ducati avec Daligna qui est vraiment aux petits soins et qui vient souvent voir comment ça se passe. Donc je sais que chez Pramac, qui n'est pas le team officiel mais qui a une moto tout autant performante, Daligna sera là, même peut-être encore même plus proche. Et c'est une bonne chose parce que c'est un pilier de chez Ducati. Et le fait de finalement découvrir Ducati, mes techniciens Ducati avec le team Avincia cette année, eh ben, je peux conserver mes techniciens pour l'année suivante. Le fait que Ducati puisse contrôler un peu les 3 teams, ça permet, dès qu'un groupe se crée bon, eh ben, de le garder pour les années suivantes. Et ça me plaît. Fabio, tu vas l'année prochaine, puisqu'on parle de l'année prochaine, être sur une moto officielle. J'ai vu que tu avais dit que tu ne remplaçais pas Valentino, mais donc sur une moto. Est-ce que ça change ta vision de ton fonctionnement de cette année? Alors, cette année, je roule déjà sur une moto officielle. On a eu du mal vraiment à l'avoir pour 2020, mais fin de l'année dernière, on a réussi vraiment à avoir un accord avec Yamaha. Donc, pour moi, l'objectif sera le même. Je pense qu'on est performant cette année. J'ai réussi à avoir mes premières victoires à Jerez, ma victoire à Barcelone. Il y a eu des moments difficiles comme l'a dit Eric tout à l'heure. Mais je me sens bien et je pense que pour l'année prochaine, l'objectif sera le même. On aura une moto officielle, c'est clair, mais dans une autre structure. J'emmènerai pas mal de mes mécanos, mon ingénieur et mon chef mécano aussi. Donc, ça sera un changement de structure, mais les objectifs seront les mêmes. OK. Alors, j'ai une question qui vient de Laurent Blanchard de la Provence, qui est la même pour tous les deux, mais on va commencer par toi, Fabio. Pour un pilote français, ce Grand Prix ne peut pas être considéré comme les autres. Sur un plan purement personnel, que représente ce rendez-vous? C'est clair que déjà, on a eu énormément de chance de garder notre Grand Prix national. C'est vrai que bon, il manque énormément de public, mais on peut voir qu'il y a eu beaucoup de courses qui ont été annulées dans beaucoup de pays et je pense qu'on peut être très content de faire le Grand Prix de France. Et je pense que voilà, on a la chance d'en avoir un, donc il faut vraiment en profiter, faire le maximum et c'est toujours spécial d'arriver dans ce Grand Prix-là, parce que ce n'est pas comme en Espagne ou en Italie où normalement dans les années précédentes, ils en ont 4 ou 2, nous on n'en a qu'un seul, donc il faut vraiment en profiter et j'y compte bien le faire cette semaine. Johan? Oui, pour ma part, c'est clair qu'il y a toujours une émotion un peu spéciale, un plus, parce que tout le public en général, là, il est vraiment beaucoup plus français et il supporte les Français plus qu'ailleurs. Et ça, on le sent. On a presque un feeling d'être star au Grand Prix de France quand on commence à performer. Et cette année, il y aura moins ce feeling-là avec tout juste 5000 personnes. Mais je pense que rien qu'avec déjà, à mon avis, plus d'interviews télé, il y aura peut-être
France 2 qui sera présent aussi au Grand Prix de France. Donc rien que ça, on sentira que c'est le Grand Prix de France et il y aura ce petit côté pression supplémentaire, motivation à bien faire. Et voilà, rien que dans l'organisation du week-end, même s'il n'y a pas ou moins de public cette année, il y a des éléments qui vont le faire sentir et ça permet de mettre du boost. Fabio, il y a une question de Thomas Beaujard de Motojournal. Que penses-tu de ta compétitivité personnelle et de ta machine sur le circuit Bugatti au Mans? Alors, l'année dernière, ça s'est super bien passé. Malheureusement, en qualif, on avait fait des mauvais choix. J'ai voulu partir avec les slicks en qualif dans des conditions très difficiles. Je suis retourné au box, mettre les pneus pluie, mais la meilleure condition était dans les premiers tours. Mais en course, j'ai réussi vraiment à faire un très bon rythme. Je pense que j'ai fait le tour rapide en fin de course. Je pense que c'était le tour numéro 20. Et je pense que la M1 performe super bien là-bas. Maintenant, avec les nouvelles carcasses de Michelin, il faut voir parce que toutes les machines sont super proches. Mais on sait très bien que la M1 s'adapte très bien sur ce circuit. On a vu la victoire de Maverick en 2017 qui était avec Valentino. Si je ne me trompe pas, Lorenzo en 2015. Et on sent que la M1 va bien là-bas. Donc, je pense que ça pourrait être un très bon Grand Prix pour nous. Je suis motivé au max. Donc, j'ai vraiment hâte d'être vendredi pour faire mes premiers tours sur le circuit. Johan, Thomas Beaujard, là, toujours de Motojournal. Question, dans quelles conditions penses-tu que tu seras le plus apte à remporter la victoire, sec, mouillé ou séchant? Alors oui, j'ai le droit de choisir sans doute du séchant, parce que c'est des conditions où je m'adapte plutôt bien. Moi qui ai un style qui demande pas, qui force pas beaucoup sur les pneus, c'est pour ça que j'arrive à trouver un avantage dans ces conditions. Clairement, ce qui va être délicat dès l'attaque du vendredi, je pense que ça sera la fraîcheur. J'espère qu'on aura des pneus suffisamment adaptés pour pouvoir rouler à moins de 10 degrés, parce que ça devrait être souvent comme ça, ou entre 10 et 15. Et ça sera un peu délicat. Et s'il pleut, j'ai encore à découvrir finalement la Ducati sous la pluie, mais je sais qu'elle est plutôt bonne. Il y a un moment, voilà, faudra pas trop se poser de questions. Mais clairement, oui, si la piste est séchante, là, même moi, je veux miser sur moi. Fabio, j'ai une question qui sera pour Johan aussi, qui est assez sympa, je trouve, qui est de Mathieu Bretti de Motonet. Y a-t-il un atout chez ton compatriote que tu aimerais posséder? On parle de pilotage moto avant tout, mais cela peut être aussi les jongles au foot ou le saut à la corde ou bien le piano et la guitare. Alors, sincèrement, avec Franco, c'est mon coéquipier, mais je m'entends très bien avec lui, mais on n'a pas vraiment… On parle plus de Johan. Ah, Johan et toi. Ses qualités sur le séchant, ça c'est sûr. C'est des conditions que j'ai vraiment du mal à m'adapter, mais c'est sûr que voilà, c'est un de ses atouts les plus importants. Et on sait très bien que c'était à Brno l'année dernière où vraiment il était très très vite. Donc c'est sûr que si je devrais choisir vraiment un atout de Johan, ça serait prendre ça. Mais voilà, je sais très bien que Johan a fait plein de choses en 2017, qui s'est battu pour des victoires. Donc voilà, c'est un grand pilote et on peut apprendre beaucoup de lui. Et piano ou guitare? J'ai pas de piano, j'ai pas de guitare, donc mais c'est ça aussi, c'est quelque chose que ça serait cool de prendre de Johan. Johan, la même question. Mais ça, c'est parce qu'il ne veut pas encore jouer à la guitare, parce qu'en gagnant des courses, il arrive à avoir suffisamment de femmes autour de lui. Mais ensuite, quand il a 10 ans de plus, la guitare, ça aide beaucoup, il verra. Et, pour ma part, technique, je dirais toute cette confiance qu'il a sur l'avant. Il freine vraiment fort et tard. Et en plus, il arrive à bien rentrer en virage. Et je vois que moi, c'est ce que je suis en train de réapprendre ou de retrouver en que toute cette phase de freinage. Je pense que si j'arrive à
à faire ce que fait Fabio sur la Yam, moi sur la Ducati, alors je vais faire un grand pas en avant. Plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, ça serait vraiment cette optique-là. Et puis voilà, il faut débloquer le compteur de victoire. Quoi. Lui, il l'a fait à mon tour. Quoi. Et au niveau saut à la corde, tu es aussi bon que lui? Non, je n'enchaîne pas autant les doubles comme il le fait. Et j'essaye un peu, mais presque, je ne sais pas si là, j'ai pas assez de patience à suffisamment sauter à la corde, mais non, sur cet aspect-là, il est fort. Après, peut-être qu'en course à pied, il a l'air de bien courir, mais je ne devrais pas être trop loin en chrono sur un 5 km. Merci. Alors, Léna Buffa de motosport.com. Fabio, on parle beaucoup de l'irrégularité de cette saison avec des hauts et des bas incessants pour tout le monde. Mais Yamaha se distingue toutefois en ayant remporté 5 des 8 premières courses. Quel peut être, selon toi, le point fort de ta Yamaha pour avoir l'avantage sur la dernière partie du championnat? Alors, un de nos points forts, c'est sur un tour rapide. Si je ne me trompe pas, je crois qu'Yamaha fait aussi la majorité des pôles cette année. Et on sait qu'en partant devant, on a un avantage. On a vu pas mal de courses où même Maverick à Barcelone, il a fait un départ très mauvais et il est resté bloqué derrière. Donc, je pense que un des avantages de notre moto, c'est on peut se permettre de faire un tour très rapide en qualif et en général, le rythme des Yamaha est bon. Donc, je pense que voilà, c'est un avantage tout le temps de partir de la première ligne ou de la deuxième. Donc, pour les prochains Grands Prix, je pense que ça sera super important pour nous de faire des bonnes qualifs. Je pense surtout à Aragon, où c'est un circuit il y a une très longue ligne droite et qu'on aura du mal. Mais à Barcelone, c'était pareil. Il y avait une ligne droite super longue et on pouvait se battre devant. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est les qualifs. Johan, Léna Buffa, toujours de motosport.com. Maintenant que tu as l'assurance de rester chez Ducati en deuxième saison, tu retrouves un peu de stabilité qui t'a manqué dernièrement. Comment cela se traduit-il à présent pour toi? Ressens-tu déjà un bienfait mental, la possibilité d'avoir une approche plus sereine de chaque course? Oui, je pense que ça va y faire, que ce soit conscient ou inconscient, c'est clair que ça va y jouer. Et la bonne chose qui me plaît, la différence entre la moto 2019 et 2020, que j'aurai l'an prochain, puisqu'il n'y aura pas de moto 2021 avec un peu le nouveau règlement pour pouvoir faire fonctionner correctement chaque industrie avec ce Covid. Mais il y a peu de différence entre la moto 2019 et 2020. Donc voilà, au mieux, je peux terminer cette saison en exploitant ma moto au maximum. Et donc, par logique, hein, si j'exploite bien la moto, je pourrais jouer des podiums. Alors, rester sur cette lancée pour 2020. Et là, ça peut être très intéressant. Donc, oui, c'est clair, ça va aider de savoir que je suis en place pour l'an prochain. Et surtout de savoir que mes techniciens et la moto sera quasi identique ou à chaque fois juste un petit plus et qui peut que aider. Fabio, Romain Deneux de l'équipe et Frédéric Veil d'RTL, qu'est-ce que cela te fait d'être le premier Français leader d'un championnat du monde en arrivant au Grand Prix de France? Et ressens-tu une pression particulière? Alors, c'est sûr, ça me fait bizarre parce que même en Moto 3 ni en Moto 2, j'ai jamais été leader d'un championnat et on est leader du championnat après la mi-course en MotoGP et c'est toujours un plus d'être leader du championnat. Il y a peut-être une pression supplémentaire, mais moi, je ne la vois pas vraiment comme une pression parce qu'à la fin, on est devant. J'ai 8 points d'avance sur Joan Mir. Donc, moi, c'est plus une motivation. J'arrive à mon Grand Prix de France. C'est quand même extraordinaire. Donc, je me sens bien, même mentalement. Donc, comme j'ai dit, j'ai vraiment hâte de faire mes premiers tours de roue au circuit du Mans et voir le potentiel qu'on a pour ce week-end. Johan, pour Romain Deneux de l'équipe, est-ce que c'est un circuit que tu apprécies particulièrement et pourquoi?
Et quel est ton meilleur souvenir et le pire sur cette piste? Sur la YAM, en fait, en Moto 2, j'ai jamais trop performé au Mans, mais en MotoGP, j'ai eu plutôt de bons résultats, surtout sur la Yamaha, ou de bonnes sensations. Et donc voilà, selon la moto, je pense qu'on peut plus ou moins apprécier le circuit. C'est pas un circuit très grand, mais clairement, voilà, si la confiance elle est là avec l'adhérence, il y a moyen de bien se lâcher. Le meilleur des souvenirs, il peut y avoir le podium 2017, premier en MotoGP, ou la pole de 2018. Celle-là, je me souviens de cette pole avec le record de piste, je crois, qui c'était presque déjà une émotion de podium ou de victoire. C'était peut-être un peu trop tôt. Enfin, ça faisait une grosse émotion pour un samedi après-midi. Et le lendemain, la chute le dimanche. Est-ce que c'est comme un pire souvenir? Je pense que oui, parce que là, voilà, j'étais tellement parti pour gagner que je pense que j'ai trop pensé à ça et j'ai même pas eu assez de gestion sur ce début de course quand j'ai chuté. Fabio, j'ai la même question de Romain Deneux pour toi. Alors, j'ai pas fait des super résultats. Mais ce que je peux dire, c'est que notre performance en course l'année dernière, ça peut être un de mes meilleurs souvenirs parce que ça me donne encore plus on va dire, pas de motivation, mais ça me donne vraiment envie d'arriver sur le circuit Bugatti parce que voilà, on a fait le record, pas le record, le meilleur tour en course l'année dernière. On avait un super rythme jusqu'à la fin. Donc voilà, je me sens vraiment confiant pour cette année. Et on va dire le pire souvenir, c'est ma première année en 2015 où on était troisième et je tombe à mi-course. Donc, on peut dire que c'est mon pire souvenir. Mais voilà, pas en termes de résultats, le meilleur souvenir, c'est la course de l'année dernière. Fabio, David Dumain pour Canal. Peux-tu nous décrire en quelques mots ta relation avec Rossi, Vinales et Johan? Alors, c'est une vraie question. Hein. c'est pas facile parce que c'est déjà trois personnes différentes. Et j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Avec Johan, c'est vrai que c'est super cool d'avoir une relation comme ça entre Français. On va dire qu'on n'est que deux en ce moment dans le championnat. Il n'y a pas de pilote en Moto 3, pas de pilote en Moto 2. Donc, je pense que c'est vraiment cool qu'on se soutient les uns les autres. Et Valentino, c'est toujours spécial parce que c'est mon idole depuis toujours. Et j'ai une très bonne relation avec lui. Avec Maverick, c'est sûr que c'est un peu plus spécial parce que je m'entends bien avec lui. Mais on va dire que l'année prochaine, on sera coéquipiers. Et on dirait qu'on se bat déjà tous les deux pour ça. Cette année, mais j'ai une bonne relation avec les trois personnes et en général, j'ai une bonne relation avec tout le monde dans le paddock. On va prendre la dernière question de Bruno Vandestick. Pour les deux, de venir au mois d'octobre ici, bon, ils annoncent autour de 15 degrés, je dirais entre 12 et 18. Est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça modifie pour vous? Quelle est l'approche différente? Pour moi, je pense que l'année dernière, il faisait aussi assez frais. À Barcelone, si je ne me trompe pas, il faisait 12 ou 13 degrés sur la grille. Donc, il faisait super froid aussi. On va dire qu'on a, entre guillemets, l'habitude au Mans d'avoir des conditions assez fraîches. On n'a jamais vraiment eu 25 degrés sur le circuit. Donc, je pense que la différence il y aura une différence. Mais j'ai regardé les conditions. On dirait que samedi, dimanche, ça a l'air beaucoup mieux. Cette semaine, apparemment, il y a eu énormément de pluie. Mais je pense que mon approche sera la même dans toutes les conditions. Il faut donner son maximum. Mais je pense que voilà, le choix de pneus sera très important et on espère avoir des pneus performants pour des conditions assez fraîches. Johan? Eh bien,
Oui, c'est vrai qu'au mois de mai, on peut des fois avoir de belles chaleurs et des fois un peu plus frais, surtout s'il se met à pleuvoir. Là, en octobre, oui, c'est clair, comme j'ai déjà dit, ça sera plus frais. Et ce qui est assez spécial sur une MotoGP, et c'est là où ça joue beaucoup dans la tête, c'est vrai que si on y pense un peu trop et qu'on n'ose pas attaquer sur la moto, à rouler vite, eh bien, on ne met jamais les pneus en température et donc les sensations ne viendront jamais. Et presque, à un moment donné, si on voit que tout peut aller correctement, il faut vraiment foncer parce que plus on fonce, plus les pneus vont chauffer et mieux ça va tenir. Mais des fois, ça fait bizarre quoi, quand on n'est pas sûr, mais qu'il faut quand même y aller en se disant ça peut qu'aller dans le mieux. Si on va trop tranquille, la sensation ne viendra jamais. Et je m'attends un peu à ça, surtout en condition avec des pneus slick. Si après il pleut et s'il y a de la pluie et du froid, avec Michelin, on a un train de pneus pluie soft et une gamme médium aussi en pneus pluie. Et franchement, la gamme soft, elle est très très soft. Et à mon avis, elle peut vraiment encaisser la fraîcheur et la pluie tout au long du week-end. Bon, avant de clôturer, je voulais remercier le président Jacques Boll, le président Pierre Fillon, qui sont aussi, je pense, des amis. Remercier tous les journalistes, vous avez été très nombreux à vous connecter. J'espère que ça aurait été utile pour vous. On a essayé de faire quelque chose de simple et d'assez fluide. Je remercie surtout Fabio, Johan, Eric, bien sûr. On vous attend, hein, je suis prêt. Moi, je ne monte pas sur les mobylettes, mais je suis prêt à faire feu. Et donc, on va essayer d'accueillir le public dans les meilleures conditions. Effectivement, on n'a rien lâché et vous non plus, vous ne lâchez rien. Et la performance, elle ne doit pas être que sur la piste, elle est aussi chez les organisateurs, ce que je dis assez souvent. Et c'est un vrai plaisir de donner que toutes nos équipes donnent le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vous accueillir. Voilà. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée et puis dans quelques jours. Salut. Salut Claude. Salut les gars. Salut Fabio, salut Eric. Salut Johan, merci beaucoup.